Il y a une question qui revient souvent quand les personnes commencent à être dans le milieu, quand elles commencent à enquêter, ou même des personnes que je vais recevoir sur les événements ou que je vais commencer à former. La question, ça va être, est-ce qu'il y a un danger potentiel à faire des enquêtes paranormales? Un danger de mort, un danger d'accident et autres dangers qu'on ne pourrait pas connaître. Alors, c'est toujours une question assez particulière sur laquelle je dois évidemment être absolument honnête parce que ça sert absolument à rien de faire tout ce que je fais si je dis pas la vérité. Donc, je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo en quoi en effet les enquêtes paranormales peuvent être dangereuses, mais je vais aussi et surtout vous dire comment éviter le danger. C'est ça le surtout. Parce que si on réfléchit bien au final, la vie en soi est un danger, c'est un danger de tous les jours. Il n'y a rien qui vous garantit que aujourd'hui vous n'allez pas sortir. Avoir un accident, je touche du bois évidemment, et je ne le souhaite à personne, mais ça fait partie de la vie justement, et de ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un danger quotidien en fait. Il pourrait se passer absolument n'importe quoi, et le nombre d'accidents potentiels est varié. Il y a tellement de causes qu'on ne pourrait pas toutes les citer en fait. Donc les dangers sont autour de nous au quotidien, on vit très bien avec, on s'empêche pas de vivre, mais on a aussi appris au cours de notre vie et dans notre éducation, nos parents, tout ça, à anticiper les risques justement. Et donc comme tout, comme la vie et comme tout hobby que vous allez avoir dans votre vie, ou sport, ou passion, ou autre, j'en passe, je pense que chaque spécialité a un danger qui va lui appartenir, et du coup, quand on le connaît, bah, on peut l'anticiper, et donc du coup, c'est beaucoup plus simple. Pour vous rassurer quand même, j'arrête pas de vous dire que ça fait de nombreuses années que je suis dans ce milieu. J'ai toujours autant de mal à le quantifier parce que ça fait bien 20 ans sûr que j'étudie en tout cas le paranormal, donc il y a eu une grosse partie théorie. Que je suis sur le terrain 10 ans, c'est sûr, et j'ai dû commencer à balbutier un petit peu avant. En 10 ans de terrain, je vais toucher du bois très fort aussi, je suis très superstitieuse. Euh, je réfléchis quand même, hein. Mais dans mes souvenirs, j'ai pas eu d'accident. Ni quand je suis rentrée dans l'enquête. C'est important, je vais y revenir. Donc voilà, non, je pense que j'ai fini de réfléchir et j'ai pas eu d'accident. J'ai pas eu d'accident en 10 ans parce que j'ai toujours plus ou moins connu les causes réelles et ce qui pourrait euh, faire qu'on ait un accident en enquête, et du coup j'ai toujours fait gaffe. Et j'ai aussi toujours prévu ce qu'il fallait. Donc, mais tout ça, je vais vous l'expliquer. Donc, la première source de danger, et le premier danger qui pourrait être réel lorsque vous êtes en enquête, c'est que je l'ai expliqué sur une des vidéos, alors peut-être même sur deux, sur comment trouver un lieu hanté, je ne sais plus quelle autre vidéo. J'ai expliqué en fait que beaucoup d'enquêteurs, quand ils commençaient en fait leur apprentissage et qu'ils commençaient à aller sur le terrain, ils avaient tendance du coup à aller dans des lieux plutôt abandonnés. J'expliquais que bon, c'était un choix, mais que c'était aussi parfois pas tant un choix que ça, c'était plus par dépit parce que c'était compliqué de trouver d'autres lieux. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont assez attirés par l'aspect, par le côté un petit peu morbide et glauque des lieux abandonnés. En vidéo, clairement, ça apporte beaucoup plus d'effet qu'un très beau château royal dans lequel j'ai pu me retrouver, par exemple. Un lieu abandonné en pleine forêt va toujours avoir son petit effet, ça c'est clair et net. Donc je pense que les gens qui veulent faire un peu de sensationnel jouent vachement là-dessus. Mais quand vous allez choisir ce type de lieu justement et que vous allez vous retrouver en enquête dedans, typiquement dans un lieu abandonné, il y a plusieurs facteurs de risque. Alors le premier que vous allez retrouver, et qui pour moi est... Moi, c'est le danger en tout cas qui m'inquiète le plus dans la vie de tous les jours et en enquête du coup, parce que pour moi ça fait partie de ma vie, c'est le danger humain. Typiquement, dans un lieu abandonné, ce qui veut dire qu'il n'est pas protégé, il n'y a personne pour le sécuriser. Si en plus il est isolé, si en plus de tout ça, vous enquêtez seul, vous multipliez par je ne sais pas combien la probabilité de pouvoir tomber sur quelqu'un, un sociopathe ou un psychopathe dans ce lieu abandonné. Il faut savoir que les lieux abandonnés sont très rarement méconnus. Ils sont bien souvent connus de façon officieuse, mais tout type de personnes
vont aller dans ce genre de lieu pour les squatter, pour en profiter au même titre que vous, alors pas en enquête, hein, pour toute autre chose. Mais du coup, vous n'êtes pas le seul à connaître ce lieu. Donc vous pourriez potentiellement tomber sur des gens très sympas, mais aussi sur des gens très dangereux. Donc, vous allez me dire, ces gens-là, vous pourrez aussi potentiellement les rencontrer dans la vie de tous les jours. Oui, en effet, on peut les rencontrer dans la vie de tous les jours, mais c'est pareil, ça dépend aussi de comment vous allez gérer votre vie et affronter le danger ou essayer de le minimiser. Dans la vie de tous les jours, moi je sais qu'à un certain... en gros, je minimise le risque en ne me baladant pas seule dans des rues isolées en pleine nuit, par exemple. Ouais, des choses un petit peu basiques. Mais en gros, c'est un petit peu la même chose là en enquête. Donc, il faut juste savoir qu'en effet, si vous multipliez tous ces facteurs, il est possible qu'en enquête, dans un lieu abandonné, vous tombiez sur quelqu'un de dangereux. Donc ça, c'est le premier vrai danger, le danger humain. Il faut vraiment le considérer. Vient ensuite le fait que ces lieux abandonnés justement, ou alors même il est possible que vous louiez un lieu désaffecté, et dans ce cas-là, c'est un lieu, au même titre que le lieu abandonné, qui ne sont pas du tout entretenus, il n'y a pas de rénovation, il n'y a même plus d'assurance, on s'en fout un petit peu de savoir si le lieu va s'effondrer ou pas, et personne ne le sait, au même titre que vous. Donc quand vous allez dans ce genre de lieu, vous prenez encore plus de risques à ce niveau-là. C'est-à-dire que en enquête, il est beaucoup plus facile de se blesser qu'en plein jour, puisqu'on est tout simplement dans le noir total et on est juste éclairé souvent avec une petite lampe torche, voire la personne qui filme avec son retour caméra en IR. Donc le risque de tomber, de se faire mal, il est multiplié par 2 clairement en enquête. Donc si en plus vous allez dans un lieu qui n'est pas du tout entretenu, c'est pareil, c'est comme tout ce que j'ai dit pour le danger humain avant, vous multipliez le risque d'avoir un accident et de vous faire peut-être très mal. Mon premier conseil par rapport à ça, du coup, quand vous allez partir sur un lieu, peut-être dans une région que vous ne connaissez pas, vous savez que c'est un lieu peut-être abandonné, isolé, repérez l'hôpital le plus proche et notez les coordonnées quelque part. C'est très important. Si vous vous retrouvez, imaginons que vous enquêtez seul, alors c'est bien parce que, imaginons votre portable capte, et ça c'est très très cool pour vous parce que ça peut vous sauver la vie, mais malgré tout, si vous savez pas où chercher, ni qui appeler, et que vous êtes dans un état absolument grave et qu'il vous faut un sauvetage assez imminent, il faut savoir qui appeler, que faire, voilà. Très important de savoir où est l'hôpital le plus proche. Évidemment, très important pour toute cette situation de s'assurer que vous allez garder de la batterie sur votre téléphone, au moins 20%, pour pouvoir appeler quelqu'un justement en cas de danger. Et justement, ce qui va être, ça vous le savez je pense, c'est que si votre téléphone ne capte pas, vous avez quand même la possibilité de pouvoir appeler les urgences. Donc ça c'est quand même cool, mais faites en sorte de garder de la batterie ou d'avoir une batterie externe, très très important. Et du coup, pour le danger humain, essayez d'avoir avec vous, dans votre petit sac, quelque chose qui pourrait vous permettre de vous défendre. Alors faites attention à la réglementation en France parce qu'on ne peut pas tout avoir dans ces affaires pour se défendre. On n'est pas aux US, donc déjà oubliez tout ce qui est armes, même armes blanches. Le minimum que vous pouvez avoir dans vos affaires, ça va être une bombe lacrymogène. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Honnêtement, ça sert à rien de vous embarrasser avec des armes que peut-être vous ne saurez pas utiliser. En plus, je vous recommande pas... Enfin, je suis complètement contre les armes, donc c'est même pas une chose que je vais vous recommander. Une bombe lacrymogène, c'est déjà bien pour se défendre et pour pouvoir s'enfuir. Et après, voilà, après vous faites le reste. Une petite trousse de secours aussi, c'est toujours très bien d'avoir ça dans ses affaires. Ça va vous permettre d'apporter les premiers soins en cas de blessure et après de pouvoir aller à l'hôpital que vous aurez repéré évidemment. Ça va être pour les dangers, on va dire, naturels, normaux, ceux qui pourraient vous arriver dans la vie mais qui sont décuplés puisque vous êtes en enquête de nuit, voilà. Maintenant, pour tout ce qui va être un petit peu paranormal, les questions qui ressortent souvent, c'est est-ce qu'après une enquête, je peux apporter un fantôme, une entité chez moi ?
Si vous avez regardé toutes les vidéos, vous saurez tout de suite déjà par rapport à la question qu'un fantôme, non, un fantôme appartient au lieu, c'est quelque chose qui n'est pas intelligent, donc c'est quelque chose qui ne va pas vous suivre. Si vous enquêtez dans un lieu où il n'y a que des fantômes, il n'y aura aucun problème. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que vous allez vous retrouver dans un lieu où il n'y a pas des esprits ou des âmes errantes. Les âmes errantes, c'est surtout celles-ci qui peuvent vous suivre, et encore faut-il que vous les ressentiez. C'est-à-dire qu'on ne le ressent pas toujours quand une âme errante nous suit, elle ne va pas toujours se manifester ou on ne va pas toujours voir les signes. Donc c'est pas forcément négatif en fait. Il y a peut-être... je vais partir loin, mais il y a peut-être au quotidien des âmes errantes qui ont tenté de vous suivre et vous vous en êtes pas rendu compte. Là, c'est des choses en effet qui pourraient arriver. Ce qui veut dire que âme errante, ce serait potentiellement quelqu'un qui serait mort assez récemment. Mais souvent sur le lieu, ou en tout cas il faudrait qu'il y ait quelque chose sur le lieu qui soit rattaché à cette personne. Donc ça pourrait vous arriver par exemple si vous allez chez des particuliers dont les personnes pensent qu'il y a des phénomènes par rapport à la perte d'un proche assez récente. Là, ça pourrait arriver. Pour faire partir une âme errante, souvent s'adresser à elle à voix haute, c'est ce qui est le plus simple. Juste lui demander de partir, ça marche souvent. Mais sinon, vous pouvez faire appel à un médium. Si vous pensez que quelque chose d'autre s'est accroché à vous et que depuis que vous avez enquêté, vous avez une sorte de multitude de choses qui vous arrivent dans votre vie. Par exemple, je sais pas, vous faites beaucoup de cauchemars, vous êtes dans une humeur très différente, il vous arrive plein de choses négatives dans votre vie. Voilà, toute une succession de choses qui a priori n'auraient pas lieu d'être. Peut-être que quelque chose d'un peu négatif qui n'est pas définissable en termes d'entité, mais c'est plus les maîtres Reiki là qui pourraient vous en parler. Peut-être que quelque chose d'un peu négatif s'est accroché à vous. Dans ce cas-là, la première petite chose que vous pouvez faire pour déjà anticiper ça lorsque vous sortez d'une enquête et que vous êtes un petit peu sur toutes ces choses-là et que vous en avez peur, c'est de faire un bain de gros sel. Voilà, vous pouvez déjà anticiper ça quand vous revenez d'enquête. Donc ça déjà, ça vous permet de vous nettoyer. Donc ça, j'en parle dans la vidéo sur les protections. Et après, si vraiment ça se confirme et que vous avez vraiment l'impression que quelque chose s'est accroché à vous, il faudra appeler quelqu'un qui fait du Reiki, tout simplement. Donc voilà, tous les dangers, en gros, qui pourraient vous arriver en enquête. En tout cas, les choses qui apportent le plus de questions auprès des gens qui commencent. Moi, après, c'est devenu un peu une routine, c'est-à-dire que si j'ai conscience du danger, c'est un petit peu comme dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que je suis prudente en permanence, et en enquête, c'est devenu pareil, c'est-à-dire que maintenant, je fais pas particulièrement attention d'un lieu à un autre, maintenant je connais les risques quand je vais quelque part, et je les anticipe, et comme c'est devenu ma routine un petit peu, c'est devenu très très simple pour moi. Vous, voilà, ça va être quelque chose qu'il va falloir mettre en place, il va falloir l'anticiper un peu, mais après ça va devenir un réflexe quotidien, même titre que ce sont des réflexes que vous appliquez dans la vie de tous les jours pour essayer d'éviter les accidents. Voilà, donc ne pas oublier quand on fait son petit sac pour partir en enquête, une petite trousse de secours, le numéro de téléphone et l'adresse de l'hôpital le plus proche de votre lieu d'enquête, de la sauge, ça peut être pas mal aussi, si vous sortez d'une enquête et que vous êtes un peu perturbé, tout de suite là vous passez de la sauge, ça peut être bien. Ne pas oublier peut-être une petite bombe lacrymo et une batterie externe pour pouvoir recharger votre portable si jamais vous n'aviez plus de batterie. Voilà, vous verrez que ces simples conseils vous permettront d'assurer des enquêtes en toute sécurité.